Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité à votre émission Café Mort, tous les lundis à 21h. Ce soir, je reçois un président d'association, un militant de longue date avec qui même j'ai milité, que tout le monde a milité, beaucoup de gens, ceux qui militent vraiment l'ont rencontré au moins une fois dans leur vie. Je reçois Ali Hamza. Bonsoir. Bonsoir. Alors merci d'être venu dans notre émission. Merci de m'avoir invité. Alors donc déjà, Ali Hamza, bon moi je connais, mais les gens qui nous regardent ne savent pas qui tu es. T'es né où? T'es de quelle origine? T'as grandi où? Parle-nous un peu de toi, ouvre-nous un peu l'album de famille. Alors moi j'ai grandi donc à Aubervilliers. Ensuite mes parents ont déménagé, on a été sur Bobigny, limite La Courneuve. Donc c'est un quartier, en fait, je dirais, c'est à Amityville, entre Aubervilliers, La Courneuve, à Bobigny. Et puis voilà, quoi. Et puis après, on a commencé à grandir sur Aubervilliers. Et puis après, on s'est mariés, on a eu des enfants. Et puis on a habité un peu partout. Ouais, t'as un 9-3, mais t'as un 9-3 un peu... t'as jamais quitté le 9-3, toi? Si je peux m'exprimer ainsi. On peut dire ça. On peut dire ça, parce même que si tu as fait un passage même si dans j'ai fait quelques... Voilà, c'est ça. Mais tu as toujours été dans le 9-3, tu as grandi dans le 9-3, tu as fait toutes les villes du 9-3 pratiquement. Pratiquement, ouais. En tous les cas, j'ai pas mal milité avec des associations départementales, avec des copains, parce qu'en fait, il y avait pas mal d'échanges entre nous quand on milite. Des fois, c'est des actions qu'on va mener, surtout dans le sport, dans le football. Dans le football, on essayait surtout d'essayer d'unir les différentes villes de Seine-Saint-Denis à travers des tournois, etc. Sur des longues périodes, parfois des longues périodes, c'était des périodes de 10 mois, dans lesquelles on avait créé, entre guillemets, la Ligue des champions de Seine-Saint-Denis. Donc il y avait des matchs de qualification et à un moment donné, plus ça allait, plus ça se rétrécissait et puis après on était sur une finale. En général, ça se terminait donc au mois de juin. Donc effectivement, après la Seine-Saint-Denis, c'est vraiment, je dirais, d'un point de vue quartier, on a eu cette chance de croiser pratiquement beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui, qui ont des parcours un petit peu différents. Alors des réussites, d'autres qui sont restés un petit peu dans ce parcours associatif. Mais voilà, quoi, effectivement, je suis natif de Seine-Saint-Denis, et la Seine-Saint-Denis, je la connais très bien, oui. Alors, t'es de quelle origine, Ali? Parce que tu ne nous as pas dit l'origine, oui, tes parents, d'où ils viennent, parle-nous un peu de toi quand même. Alors, moi je suis d'origine d'Asfaune. Donc c'est une ville... Tout le monde connaît Asfoun. Ceux qui ont été au Cabaret Sauvage, voir Barbès Café, savent qu'il y a le beau-père d'un des acteurs qui tourne au rond-point d'Asfoun avec la mobilette. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc c'est en bord de mer, c'est dans la région de Tizi Ouzou, la Grande Kabylie. Voilà, donc mes parents sont de là-bas, dans un village un petit peu plus dans les montagnes, donc ça s'appelle Yehemzeoun. Et Asfoun, c'est, je dirais, c'est pour ça que ton nom vient de là-bas. Hamza, voilà, ça vient de ce village-là. Voilà, les Hamza viennent de Yehemzeoun, c'est leur village naturel, quoi, originel, si je puis dire, non? Exactement. Et ce qui se dit, c'est que mes aïeux, en fait... ils avaient combattu auprès de certaines personnes qui étaient quand même leaders dans la région. Et ils avaient gagné une bataille et c'est comme ça qu'ils lui avaient donné un village et lui avaient justement mis ce nom. Voilà, c'est à peu près l'histoire. Et à l'époque, il y avait les Romains. C'est les tribus berbères, quoi. Ouais, c'est vraiment, voilà, c'est la Kabylie, etc. Et donc on se rapatrie sur Asfaune quand on va chercher nos provisions, quoi. Et donc, mais Asfoun, t'es pas né à Asfoun, t'es né en... Non, par contre, moi je suis né à Aubervilliers. Aubervilliers, toi t'es à... Voilà, j'ai grandi à Aubervilliers. Mais par contre, avec mes parents, on allait pratiquement tous les 2 ans. On allait en Algérie, on partait fin juin, on revenait 1er septembre, quoi. Oui, parce qu'à l'époque, ils faisaient des congés bonifiés, il y avait encore cette possibilité. Donc, tous les 2 ans, il prenait ces 2 mois, quoi, le père. Exactement. Quoi. Et mon père, paix son âme, il était éboueur à la ville de Paris. Donc, il pouvait cumuler. Et donc, il partait pratiquement tous les 2 à 3 ans, quoi. Et on restait 2 mois en Algérie. Et c'était vraiment un dépaysement, parce que quand on revenait sur Paris, c'était incroyable. Quand on partait, on traversait le périphérique, et quand on revenait, on avait l'impression que c'était un nouveau périphérique. 2 mois, c'est énorme pour un gamin, c'est énorme. Et vous étiez combien d'enfants Alors, 4 sœurs et 3 frères, donc avec moi, ça fait 8 enfants. Et bon, ton père il peut être quand même là où il est, il doit vous voir, mais à son âme, mais il peut être fier de vous, parce que moi j'en connais quelques-uns, vous avez quand même tous un peu, il vous a tous accompagné dans votre réussite, même s'il était éboueur à la ville de Paris. Il nous a surtout donné des valeurs.
la valeur travail, la valeur, le respect aussi de ce que tu dis. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une parole, il faut aller au bout. C'est un engagement. Et je dis toujours à des amis, parfois, par générosité, j'ai tendance à dire oui, alors qu'après avoir réalisé, je me dis, je me suis mis dans une difficulté. Mais malgré ça, je vais jusqu'au bout parce que je l'ai dit. Contrairement à certaines personnes qui parfois disent des choses et ne vont pas au bout, même si ça part d'une bonne intention. Ça, c'est une valeur qu'il nous a quand même donnée. Le partage, l'amitié. Il avait un ami avec qui ils se sont connus à Marseille. Après, il a été à Lyon, il est parti à Lille. Et donc, ils sont toujours restés ensemble. Et ça a été une vraie amitié. Moi, je voyais des fois son ami rentrer à la maison. Bon, il frappait naturellement parce qu'il y avait ma maman. Et puis, dans l'éducation maghrébine, c'est important. Et ben, il rentrait à la maison. Il voyait les clés de mon père, il prenait sa voiture, il s'en allait. Et vice-versa. Et quand il devait se prêter de l'argent, c'était... voilà, il y avait une solidarité réelle. Il y avait cette solidarité, on la sentait. D'ailleurs, même en Algérie, quand on venait, comme beaucoup d'Algériens, quand ils retournent en Algérie, ils y vont quand même avec des bagages, avec de quoi alimenter la plupart des cousins, des cousines, voire même des personnes qui font partie du village, etc. Donc, toutes ces valeurs, il nous les a données, la solidarité, voilà, il nous a donné vraiment, et ça nous a permis, à un moment donné, comme tout gamin, quand on fait un petit peu de bêtises, tellement c'est ancré en soi, on s'aperçoit que finalement, il faut repartir dans le droit chemin. Et ça a été hyper important. D'autant que quand même ma mère est toujours en vie. Je souhaite quand même qu'elle ait encore quelques années. On la salue, elle va nous regarder, tu peux la saluer, tu peux dire. Akhira madame, c'est comme ça qu'on lui dit. Ah ouais. Ouais, tout le temps. Ouais. Parce qu'elle est assez chambreuse, ma maman. Ouais. Elle est, voilà, elle prend tout au deuxième degré. D'ailleurs, elle a un courage, et ça nous le donne aussi, ce courage. C'est que quand même, elle a perdu son mari, elle avait 40 ans. Nous, on était en bas âge. Elle avait, ma petite sœur, elle avait à peine 1 an et demi. J'avais un frère qui avait 4 ans. Et j'ai des frères et des sœurs qui me disent, moi, j'ai pas connu papa. Que moi je l'ai connue, parce que j'avais 17 ans et demi, etc. Et de là, donc elle parlait pas du tout français, elle était toujours, c'était la maman venue du pays, donc elle était dans la cuisine, et du jour au lendemain, on lui donne cette responsabilité de s'occuper de ses enfants. Donc c'était très compliqué. En même temps, c'est vrai que j'avais 2 grandes sœurs qui ont joué un rôle important aussi dans notre éducation, parce que c'était un peu le relais. Donc une partie nous ramenait à l'école, une autre partie de l'autre côté. Ma mère, elle faisait des ménages, elle partait, je me souviens très bien, elle partait à 4h du matin. Elle rentrait, elle était 6h du matin, nous préparait du lait, elle nous amenait à l'école, et ensuite elle repartait encore aller travailler. Et quand on voit ça, on s'aperçoit que finalement, ça vous forge. Et après, c'est de là que je pense qu'il y a des mentalités comme ça qui changent. C'est soit on devient quelqu'un d'aigri, parce que finalement, quand vous avez un papa décédé, surtout il faut remettre les choses dans les années 83. 83, la communauté maghrébine était très minoritaire dans les quartiers. Donc il y avait pratiquement, elle se retrouvait toute seule. C'était une femme seule avec 8 enfants. Donc il y avait pratiquement personne qui venait la secourir. Et puis elle parlait pas bien français en plus. Pas du tout, et donc c'était très compliqué. Donc mes sœurs, comme je suppose beaucoup de Maghrébins et de Maghrébines ont connu ce que j'ai connu, et donc frères, sœurs, quand on est grand, parce que moi je suis le grand frère, même si j'ai 2 grandes sœurs au-dessus, etc. Des garçons, voilà, je suis l'aîné des garçons. Il a fallu prendre des responsabilités tout de suite. On vous les donne à 17 ans et demi, donc ça veut dire qu'à partir de 18, 19, 20 ans, vous commencez déjà à devenir adulte, alors qu'en réalité, vous n'avez pas envie d'avoir ce rôle. Mais vous êtes quand même obligé de vous occuper de vos frères, etc. Donc j'ai toujours été un protecteur, entre guillemets, et ma sœur, pareil, protectrice envers ses sœurs. Donc voilà, mais ça, je crois que c'est parce qu'on nous a donné cette éducation. Si on ne nous l'avait pas donné, peut-être qu'on aurait tourné différemment. Quand moi je vois par exemple, il y a quelques familles des fois à qui ça avait arrivé pendant ces périodes-là, malheureusement on part parfois dans un chemin qu'il ne faut pas prendre, et il y en a qui partent dans le bon chemin. Nous on est resté droit. En tous les cas, on a essayé. On a fait moi personnellement, là je vais parler de moi, j'ai fait quelques petites conneries entre guillemets, etc. Mais
tellement cette valeur qui pesait sur nous à rester des gens toujours bien, attention, ça se fait pas, laisse passer la personne avant toi, etc. Toutes ces choses-là ont fait qu'à un moment donné, c'est rentré en soi et on reprend le chemin petit à petit et après on parcourt. J'ai eu un parcours après, je dirais, un parcours comme tout le monde là, c'est-à-dire, voilà, on se marie, on a des enfants, on travaille, voilà. Alors moi, juste quand tu disais qu'on est protecteur et tout, je me souviens quand même que tu trimballais toujours avec toi ton petit frère Kamel. Hein, tu vois, on va saluer Kamel, qui est un truc des fois quand je le marre dans les débats politiques pour cette semaine, tu disais à Clim, mais t'as raison, mais c'est vrai, tu l'emmenais partout avec toi, il était toujours avec toi, il était, parce que moi je me souviens de t'avoir vu débarquer à Lille quand tu es connu il y a très longtemps, il y a de nombreuses années, on va pas le dire pour pas apparaître ancien combattant, tu étais arrivé dans les bagages d'Amo, paix à son âme, et c'est avec Zahir Kedadouche et toute la bande, et c'est comme ça, donc c'est très vieux, et justement je me souviens de toi arriver, mais avec derrière dans ton ombre Kamel. Je garde toujours cette image en retrait derrière. C'est vrai. Tu as toujours été militant en fait. Comment c'est arrivé à ça? Parce que tu as toujours été militant. Moi je t'ai connu dans France 2000, je t'ai connu avec nous dans le truc, je t'ai connu à l'espace franco-algérien, tu es venu avec nous, tu étais dans les formations avec nous dans le début des histoires. Tu as toujours été mobilisé sur ça vient d'où cette volonté d'agir avec les autres? Et toujours en retrait, souvent pas forcément parce qu'après on va venir ton association que tu as créée maintenant, mais souvent avant tu accompagnais, mais tu n'étais pas là pour te mettre en avant dans les tribunes, tout ça. En fait, c'est peut-être le rôle du grand frère. Le rôle du grand frère, c'est celui qui prend tous les coups et qui doit amener, en tous les cas, ses frères et ses sœurs dans le chemin qui est le bon. Et donc, on s'efface. Moi, par exemple, ça nous arrivait, mon père, paix son âme, avait travaillé, avait mis de l'argent de côté, il a réussi à acheter un pavillon dans lequel il y avait un premier étage et un rez-de-chaussée. Donc sa chambre était au rez-de-chaussée et nous on était au premier étage. Et à chaque fois qu'on montait pour aller dormir, avant de dormir, on disait bon vous allez dormir, hein. On disait oui. Mais avec mes frères, forcément on rigolait un petit peu, on faisait un peu de bruit, en plus c'était un parquet en bois, donc c'était un peu compliqué. Mon père arrivait, mais alors d'une lenteur on l'entendait à peine, il rentrait, le premier qui prenait la baffe c'était moi, parce que je suis le grand. Donc j'ai été éduqué aussi comme ça, c'est-à-dire qu'on m'a toujours dit toi, tu es responsable de ta famille. Donc, c'est pour ça que, comme tu dis, j'avais mon frère Kamel à côté de moi, j'avais toute la famille à côté de moi. Et même voilà, la petite sœur, à un moment donné aussi. Et ma petite sœur Nacera, qui est aujourd'hui, je te salue Nacera, ouais. Qui aujourd'hui, a un bon parcours aussi. Hein, elle est psy, je crois, c'est ça le psy. Elle est psychologue, chef de service dans un département d'Île-de-France, et en même temps, elle est conseillère territoriale, adjointe au maire, dans la petite enfance, ce qu'elle sait faire, parce qu'elle est psychologue clinicienne, et voilà, elle est restée dans ce secteur-là. Alors effectivement, je l'ai un petit peu aidé à ouvrir une porte de manière à pouvoir. Après, ils ont fait leur chemin. Kamel, pareil, réciproquement, Kamel a fait son chemin, etc. Donc oui, c'est pour beaucoup, en tous les cas dans le quartier, on était les exemples parce que on était les orphelins. Que les autres, il y avait encore papa, il y avait maman, et donc que nous on était les orphelins, on était toujours les exemples. Donc voilà, c'était et c'est vrai que je prenais tout. Donc à mon avis, ça vient de là, c'est-à-dire toujours ce truc. Mais je l'ai aussi. C'est peut-être pour ça aussi que ma carrière professionnelle après elle s'est faite à chaque fois avec des responsabilités. J'étais conducteur de travaux, j'étais le seul conducteur de travaux au Stade de France, de construire le Stade de France. Je m'occupais pratiquement de tous les contrats d'insertion, etc. avec les différentes conventions. Seul conducteur de travaux d'origine algérienne, c'est ça. D'origine algérienne, voilà, c'est ça. Parce que etc. Et donc moi, on m'amenait tous les quartiers. J'avais Franc-Moisin, j'avais Clichy-sur-Seine, Clichy-sous-Bois, Montfermeil, Aulnay, enfin tous les gamins. C'est pour ça que je dis que c'était vraiment le 9-3, toi. C'est vraiment ça, ouais, tout à fait. Mais en même temps, j'ai gardé une expérience extraordinaire. Après, quand on connaît les jeunes des quartiers, il y avait des choses, qu'il ne faut pas voir. Je ne vais pas le dire parce que ça ne se dit pas, mais il y a des choses qu'il ne faut pas regarder. Mais par contre, il faut savoir leur faire confiance. Et moi, j'ai fait un petit peu comme... j'ai recruté des personnes, mais il fallait voir, ils arrivaient en safran, cabriolet, ça partait à Deauville quand il faisait beau, c'était vraiment une bande. Et quand je les avais pris, j'avais commencé avec une petite équipe de 5.
toujours dans le cadre des insertions, des contrats, etc. Et parmi eux, je détectais la personne qui était le plus apte éventuellement à prendre en charge d'autres personnes, etc. Et comme ça, durant tout le chantier, j'ai réussi à les responsabiliser. Et à un moment donné, j'avais 4 chefs de chantier. Je leur ai dit, vous allez commencer comme monteur et après vous verrez, vous allez grimper et je vous ferai, parce qu'on va être obligé de... on a quand même tiré, parce que je m'occupais de toute la partie VDI, donc tout ce qui est réseau informatique du Stade de France, donc les écrans, la piste, tout ce qui est tribune de presse, les bureaux, etc. C'était sous ma responsabilité. Bien sûr, j'avais des directeurs de travaux au-dessus derrière moi, mais voilà, c'était sous ma responsabilité. J'ai pris des jeunes en insertion et je les ai fait terminer chef de chantier. J'en avais 4. Et après, de ces 4-là, il y avait une vingtaine de personnes, chacun occupait une vingtaine de personnes. Et ce qui était franchement pour moi une réussite, et ça je le dirais maintenant parce qu'il y a prescription, on ne va pas m'attaquer maintenant, mais ce qui était bien, c'est que à chaque fois que je faisais un recrutement, je disais, c'est pas moi qu'il va falloir convaincre, ça va être la personne qui est là. Et c'était vraiment des leaders, les mecs. Et à un moment donné, ça faisait un peu mafieux, parce que tu avais 80 mecs. Quand tu as 80 mecs sortis des cités, les mecs en safrane, ça arrivait dans des bagnoles, tu te dis, c'est limite. Est-ce que c'est vraiment des travailleurs, etc. Et pour l'anecdote, une fois, je m'engueule sur une réunion de chantier avec un conducteur de travaux qui, lui, s'occupait de la partie de plomberie. Et de loin, il y avait les cabanes de chantier. Et puis, donc moi, je parlais un petit peu avec les mains, un petit peu à l'oriental. Et les mecs, d'un coup, ils me voient, ils se disent, tiens, il est en train de se fâcher avec le conducteur de travaux, etc. Enfin, un gars. Et tellement ils m'appréciaient, ils arrivent, ils encerclent et puis ils me disent Ali, il y a un problème, tu me dis, hein. Tu me le dis. Hein. Je fais écoutez les gars, vous repartez sur le chantier et vous n'avez rien à faire ici. Non mais excuse-nous Ali, mais on ne savait pas, mais attention, s'il y a un problème, tu me dis. Hein. Je fais cassez-vous, etc. Et puis après, bon, il y avait des choses. Alors c'est sûr qu'en termes de sécurité, on leur disait mettez le casque, des fois ils ne le mettaient pas, les chaussures de sécurité, etc. Mais c'était une sacrée ambiance. Et pour dire, alors maintenant, effectivement, on peut parler de 98 à aujourd'hui et c'est caduc. Moi je me souviens, les gars, ils me disaient toujours, Ali, s'il te plaît. Parce que, en fait, comme on était dans une période de ramadan, les gars faisaient le ramadan et donc la journée, c'était pas opérationnel. Et ils me disaient, Ali, est-ce qu'on peut pas, tu peux pas nous changer les horaires ? Au moins le soir, etc. Comme ça, on casse le ramadan et ensuite, on est sur le chantier, etc. Je fais une demande, etc. Donc, c'est accepté. Et donc, finalement, ils ont eu raison de me proposer ça parce que finalement, on abattait 3 fois plus de travail que quand c'était en période de ramadan. Ouais. Mais au-delà même de période de ramadan, quand on est en début de travaux, vous avez tous les engins. Donc, quand on les entend, ils font bip, 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 bip. C'est pour prévenir les gens. Et donc, quand vous faites de l'installation, tout ce qui est informatique ou électricité, vous montez avec des nacelles à des hauteurs pas possibles. Donc parfois il y a un camion qui est là, donc vous êtes obligé d'attendre, etc. Que là, en fin de compte, le soir, il n'y a plus un camion. Donc il n'y a que vous. Donc tout allait d'une manière très vite. Et là, ils me proposent, ils me disent, Ali, franchement, tu peux rester chez toi. Tu sais que le travail va être fait. Viens pas nous saouler. Je fais ok les gars. Alors moi, comme j'habitais à la Courneuve, j'avais un bel appartement avec une super belle terrasse. J'avais un talkie-walkie parce qu'on nous avait attribué un talkie-walkie. Et le talkie-walkie avait accès directement au Stade de France, mais eux ne le savaient pas. Donc moi j'avais toutes les fréquences parce que c'est moi qui donnais au chef de chantier les fréquences des talkie-walkie. Donc je les avais et je les entendais parler. Et moi, il m'appelait Playmobil, parce qu'effectivement, je suis pas très grand. J'avais un manteau de chantier, et avec les bottes, et avec le casque. Ça faisait Playmobil, quoi. Ça faisait Playmobil. Et donc, voilà, c'est ça. Et ils me chambraient à chaque fois, ils disent ce soir, Playmobil, il est pas là. Et moi, je les entendais, tu vois. Ouais. Donc voilà, ça me faisait rigoler. Ça me faisait rigoler. Et puis une autre fois, bah voilà, ils étaient au 3e étage du Stade de France, dans un local service, et local technique, pardon. Et à un moment donné, je les vois de loin comme ça, et puis je les vois tous pratiquement donner rendez-vous quelque part. Et je les entends aussi au talkie-walkie. Tiens Ahmed, tu viens, tiens Chouki, tu viens, etc. Et à un moment donné, je me mets sur la fréquence d'un des chefs de chantier, et je les entends parler. Je dis tiens, bon ok, ça parle un peu chantier, mais en même temps ça parlait pas trop chantier. Et il y en avait un qui était derrière la porte, et il disait ouais j'ai croisé Playmobil, il est pas là, etc. Non. Et puis moi j'étais passé par derrière, etc. Et il parlait, je m'en rappellerai toujours, il parlait. Et tout le monde le regardait comme ça, parce que moi j'étais devant la porte et je le laissais, parce que la porte était comme ça, lui était sur le côté, je le laissais parler.
Et puis tout le monde le regardait comme ça, d'un air de dire... Il y a Playmobil ouais, là. il y a Playmobil devant la porte. Et après, il me dit, je t'assure, Ali, c'est pas contre toi, c'est pas contre toi. Je fais, non, mais écoutez-moi, les gars, maintenant, vous allez tous repartir au travail, etc. Ils me font, non, mais on a besoin de... Je fais, non, ça y est, c'est reparti. Franchement, j'avais une équipe, j'avais même pas besoin de... Quand t'en parles, c'est vrai que t'as gardé des bons souvenirs. Ouais, c'est des super Comme bons quoi, souvenirs. ce que tu es en train d'expliquer, c'est quand on leur donne leur chance. Exact. Dans la Seine-Saint-Denis, il faut donner la chance aux gens. C'est ça. des gens merveilleux, quoi. C'est ce que tu es en Exactement. train de nous expliquer. Exactement. Les apparences sont trompeuses. Ouais. On les voit comme ça, mais c'est des gens humains, c'est des gens... Ouais, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de... C'est malheureux, hein, moi, c'est ce que je dis toujours quand des fois... et là, je peux revenir à mon association. On va y mais, venir, mais en tous les cas, ce qui est dommage, moi, je dis toujours... comment demander à des jeunes, à des moins jeunes, à des personnes âgées, dans des quartiers, mais plus que difficiles, des villes difficiles, parce qu'il n'y a pas que les quartiers, des fois c'est les villes, même les centres-villes deviennent des quartiers, etc. Dire de faire des efforts, alors qu'en réalité, on est toujours au bord de la falaise. Mais quand il y a quelqu'un qui est au bord de la falaise, il suffit que vous lui demandiez de faire encore un petit effort, il tombe. Donc il devient forcément et naturellement un petit peu agressif et il refuse automatiquement. Donc c'est plutôt, je dirais, à certaines personnes de faire en sorte qu'ils ne soient plus devant la falaise, de manière à pouvoir éventuellement raisonner. Mais c'est pas possible. Et ça, tant qu'on restera dans ce système dans lequel on dit, on pointe du doigt, lui il est bien, lui il n'est pas bien, etc., et qu'on n'agit pas, et ben effectivement on restera toujours dans ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors c'est pour ça que tu as voulu monter cette association, un Voilà. avenir Ensemble. Alors pourquoi le nom? Comment tu as choisi ce nom? Et parle-nous un peu de ces objectifs et de cette association que tu as montée là avec ton équipe. Ben parce que en fait, un avenir ensemble, parce que je pense qu'on a tous un avenir ensemble. En réalité, on est tous plus ou moins différents. Quand on parle aujourd'hui de communautarisme, moi je suis désolé, j'occupe un poste qui me permet de voir un certain nombre de personnes d'un certain niveau, et je suis désolé, quand je regarde, ils sont communautaires aussi. Alors quand c'est eux, je dirais les Français de souche, c'est comme ça qu'on les appelle, je sais même pas, pour moi on est tous Français, quand ils sont entre eux, on dit ils sont pas communautaires. Mais nous, quand on est entre nous, on est communautaire. Mais moi, comme je dis souvent, s'il y avait éventuellement un blanc, enfin un Français de souche qui vient me voir et qui veut se faire copain avec moi, je lui ouvre la porte. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Chacun, on voit bien, maintenant, on devient un peu les Asiatiques, les Sri Lankais, les Africains, les Maghrébins, etc. On vit plus ensemble. En réalité, c'est chacun chez soi, quoi. Et donc ça, moi, ce que j'essaye de faire, et c'est pour ça qu'on a monté cette association, parce que avant d'être président, d'avoir pris la présidence de cette association, j'ai toujours été un militant. Mais à un moment donné, je me suis dit, ça suffit, essaye de prendre toi, tu as aussi des idées, tu as des choses à dire, tu as des choses à faire. Et donc j'ai dit, bon, je vais créer une association avec une belle petite équipe. D'ailleurs, je vous remercie d'être là parce que... On les salue, alors, moi j'ai assisté à une belle soirée que tu avais fait pour présenter l'association avec un super repas, buffet, enfin d'une grande convivialité et des gens fabuleux, quoi, et des plats exceptionnels, quoi. C'est pas les gens dire les gros, ils parlent de la cuisine, non, mais c'est l'esprit que je veux saluer, quoi. Tout à fait. En tous les cas, je vous salue tous et toutes, mais c'est vrai que ce que j'essaye de faire, c'est de dire que, voilà, pour donner un peu une image, je vais dire, du bébé jusqu'au plus âgé, c'est de faire en sorte qu'on vive tous ensemble, vraiment tous ensemble, et ça, on essaie de le faire à travers différentes actions que l'on mène, etc., qu'elles soient sportives, qu'elles soient à travers l'éducation. Là, on va mener des actions sur la solidarité envers les femmes qui aimeraient bien reprendre un travail, mais elles n'ont pas l'estime de soi. Donc on va créer un atelier là-dessus, qui Dounia Maklouf sera la personne qui va s'en occuper. D'ailleurs qu'elle est coach de vie, donc elle va s'en occuper. Dounia Maklouf qu'on salue, qu'on essaie d'inviter parce qu'elle a un parcours intéressant. Tout à fait. Elle a un parcours, d'ailleurs, vous pouvez l'inviter. C'est pour ça que j'y pensais, voilà. J'espère qu'elle viendra. Elle sera ravie de venir, en tous les cas, à cette émission. Mais voilà, donc on essaye, donc par rapport à ça, quand je vois, il y a des jeunes ou des mamans qui en réalité, quand on les croise et qui nous disent
tu vois Ali, j'aimerais bien les travailler, mais t'as vu mes vêtements, j'ai pas confiance en moi, tu crois que finalement ils vont me reprendre, ça fait 6 ans que je travaille pas, etc. Donc c'est de l'estime de soi, c'est aussi leur donner la possibilité d'avoir des vêtements, etc. Donc nous l'association, on va travailler en partenariat, pour l'instant c'est en négociation, donc je vais pas citer le nom, on va travailler en partenariat avec une société pour laquelle ils pourront nous donner, nous mettre à disposition des vêtements pour hommes et pour femmes, etc. Et dans laquelle on demandera une toute petite participation, parce que moi je suis contre le gratuit, parce que le gratuit on le jette. Par contre on va demander une petite participation, et nous l'association on mettra au bout, etc. pour que ces femmes-là puissent s'habiller, puissent avoir ces ateliers d'estime de soi, etc. pour repartir dans la vie professionnelle. Aussi les jeunes. Moi je me souviens gamin, hein, et ça a été un truc qui m'a marqué. Je me souviens tous les ans, j'avais le même cahier. En fait, j'essayais d'écrire à l'école. Je gardais le bout de mon cahier, là où c'était pas écrit. Je déchirais les pages de l'année d'avant. Et puis je repartais avec un bout de crayon tout le temps qui rétrécissait au fur et à mesure des années. Donc on va créer ça aussi, c'est-à-dire on va faire de l'aide à la fourniture scolaire auprès des familles, des mamans et des papas, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus parler de couple, on peut parler aussi de monoparentalité. Donc on va essayer de les aider à ce que leurs enfants puissent commencer une année scolaire d'une manière plutôt honorable, et puis avec quand même avec des fournitures qui sont au moins l'équivalent des camarades qui ont un peu plus de moyens, etc. Donc il y a aussi à travers les personnes âgées aussi, il y a des choses à faire avec eux, etc. Donc voilà, c'est un peu tout ça, et c'est pour ça qu'on l'a appelé Un avenir ensemble, parce qu'on veut vraiment développer quelque chose ensemble, et que l'on apprenne à se connaître ensemble, et non pas rester chacun chez soi, etc. Et Dernièrement, j'ai vu que vous avez fait des maraudes aussi. On a fait des maraudes, on fait pas mal de maraudes, parce que ça aussi, c'est des choses importantes, parce que quand on voit, quand on voit cette misère, parce que c'est de la misère, je crois qu'il faut aller sur place pour se rendre compte des difficultés rencontrées par ces personnes-là. Moi, quand j'entends parler, on nous parle d'immigration, la façon où on en parle d'une manière littéraire. On n'en parle pas d'une manière, je dirais, humaine. On en parle, voilà. Et donc, quand on regarde ça, on se dit, mais même si, allez, c'est un immigré qui en réalité, il est là pour profiter du système. On peut l'imaginer. Et ben moi, je dis à ces gens-là, à toutes ces personnes qui pensent ça, allez les voir, et vous allez voir si jamais ils profitent du système. Il faut voir les odeurs. C'est compliqué. Il fait froid. Ils n'ont pas de quoi manger. Alors, si ça, c'est essayer de profiter du système, c'est faux. Quand vous parlez avec eux, ils demandent qu'une chose, c'est d'avoir de la dignité. Parfois, certains, ils quittent leur pays parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est pas que, dans ces cas-là, à nous de faire en sorte que ces pays aillent bien, et de manière à ce qu'à un moment donné, toutes ces personnes-là puissent repartir chez elles. Moi-même, qui suis originaire d'Algérie, je me dis parfois aussi, peut-être que notre pays, s'il allait mieux, peut-être qu'en réalité, il n'y aurait plus d'immigration, on serait peut-être mieux chez nous. Parce que pourquoi être là alors que finalement on a peut-être un pays, nos origines, etc., qui demandent que ça, quoi. Donc voilà. Donc toute cette solidarité, en tous les cas, c'est le cœur de notre association. Vraiment essayer d'être dans une solidarité ensemble, et d'essayer de se connaître aussi bien quand on est très jeune, quand on est moins jeune. Voilà. Et s'il y a un mot à dire, c'est que en tous les cas, je remercie aussi la ville de Livry-Gargan, parce qu'elle fait énormément pour nous. Elle nous met en contact, par exemple, avec le CCAS, qui nous permet, à nous en tous les cas, d'avoir ce public, les personnes en difficulté, qui sont des hommes et des femmes, comme je le disais tout à l'heure. Donc, ce sont des personnes au RSA, ce sont des personnes à la SS, au chômage, etc. Et ce sont ces personnes-là que nous, on aide.
Voilà. Et la mairie, elle joue vraiment le jeu, et ça, c'est appréciable de savoir que vous avez un partenaire comme la ville qui joue avec vous. Et ça, c'est toujours agréable. Ben voilà, dans tous les cas, je sais que le maire était présent derrière votre soirée Tout à parce qu'il fait. s'intéresse. Et il a tenu promesse, et ça fait plaisir. Et il avait fait les promesses, et donc on peut Voilà. dire qu'il a tenu. Donc voilà, au moins le saluer les gens qui tiennent leurs promesses. Tout à fait. En tous les cas, Ali, l'émission est finie, mais que moi, si tu as peut-être un mot à remerciement, tu l'as fait, mais tu as conclu en fin de compte l'émission sans que je te le demande, puisque tu as parlé des deux, Mabel, on dirait, pas c'est comme on dit les deux de la France, mais toi, un avenir ensemble, c'est partage et solidarité. C'est ça qui caractérise ton association, comme beaucoup d'associations qui sont dans le domaine-là. Merci d'être venu. Merci. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité et bon appétit pour celles et ceux qui passent à table. Bonsoir.